Bonjour à tous, je m'appelle Didier Nakache et je vais vous faire une petite présentation en répétition. Je vous remercie de l'écouter à propos de l'intelligence artificielle. C'est une répétition pour une conférence que je vais donner en fin d'année ou en début d'année prochaine dans le cadre de la société Mensa. Alors mon plan, j'ai choisi un plan somme toute très classique en 3 points. Un premier point assez important sur les définitions, qu'est-ce que l'IA, et surtout toute l'histoire sur le raisonnement, comment on a appris à raisonner au fil des siècles. Donc on va remonter jusqu'à Aristote pour aller jusqu'à Peirce. Ensuite, je vais vous parler de l'histoire de l'IA avec les échecs et les succès des premières IA, du cognitivisme au système expert, à l'induction, le data mining et le deep learning. Donc là, on est vraiment dans le cœur de sujet de l'intelligence artificielle. Et enfin, une dernière partie qui m'apparaît très importante, où je souhaite parler d'éthique, de transhumanisme, et de poser un peu les questions des limites de l'IA, jusqu'où irons-nous, et où en sommes-nous aujourd'hui, voilà, et après je vais conclure. Commençons par définir le sujet. Donc c'est une définition que j'ai choisie moi-même. Il y en a une qui est beaucoup plus complète sur Wikipédia, mais pour moi, la définition de l'IA, c'est que c'est une discipline scientifique qui permet d'élaborer des systèmes informatiques capables d'exécuter des fonctions normalement dévolues à l'intelligence humaine, à savoir la compréhension, le raisonnement, le dialogue, l'adaptation, l'apprentissage, etc. Alors, commençons par cadrer ce qu'est l'IA. L'IA par rapport aux sciences cognitives, l'IA est une des disciplines des sciences cognitives. Ça fait partie des 6 disciplines des sciences cognitives, avec les neurosciences, la psychologie, la philosophie, etc. Et c'est une des sciences fondamentales qu'on appelle la science de la cognition. De mémoire, cognition, ça vient du grec kognos, qui signifie connaissance. Et donc les spécialistes de cette science, on les appelle les cogniticiens. Aujourd'hui, dans le langage courant, on parle également en termes d'emploi de data scientist ou de data miner. C'est un terme qui est plus flou, plus vaste, on y retrouve quelques statisticiens, enfin c'est un terme qui est plus ambigu, mais très à la mode. Toujours dans le cadre d'un cadrage, on va tout de suite arrêter les fantasmes, parce que le terme d'intelligence et d'intelligence robotique est très à la mode, et je lis beaucoup de choses qui ne sont pas de l'IA, qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Par exemple, les feux intelligents n'ont rien d'intelligent, ils sont programmés juste pour passer au rouge si vous dépassez une certaine vitesse, donc c'est plus un automate, mais il n'y a aucune intelligence. Les phares intelligents n'ont rien d'intelligent. J'ai lu très récemment, ça m'a beaucoup fait rire, qu'il y a un robot qui est tombé, qui était dans un centre commercial, qui est tombé dans une fontaine, et on a parlé du premier suicide d'un robot dans l'histoire. Non, c'est juste un robot qui a eu un problème technique et qui est tombé dans l'eau. Facebook qui dit qu'il apprend à son IA à découvrir le mensonge et à mentir. Non, un robot ne se suicide pas, ne ment pas, n'a pas de conscience. Les robots ne font que ce qu'on leur apprend, que ce qu'on leur dit, y compris les erreurs de programmation. Donc tout ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça sous-entend quand même qu'il y a des mécanismes à minima d'aide à la décision, voire de plus en plus de prise de décision, mais sur des événements non programmés. C'est qu'on est sur de l'apprentissage automatique et pas sur de la programmation classique. Alors, j'ai choisi, et ça m'apparaît important, de vous raconter un peu toute l'histoire, toute la genèse de l'IA, en remontant assez loin. Je ne savais pas jusqu'où remonter, et j'ai appelé ça la préhistoire. On va remonter jusqu'à Aristote. Alors, la logique, c'est quelque chose, la logique, le raisonnement, la manière de réfléchir sont des choses qui ont toujours fasciné les philosophes, les mathématiciens, et fait l'objet de très nombreuses études. Donc ça a été porté par l'histoire, par tous les grandes puissances historiques, par les Chinois, les Indiens, le monde arabo-musulman, et bien sûr les Grecs et beaucoup d'autres.
Alors, on pourrait remonter jusqu'à Aristote ou Euclide. J'ai pas voulu le faire, mais on aurait pu développer complètement cette partie-là, puisqu'il faut savoir que Aristote est à l'origine du syllogisme, avec les prédicats et les prémices, et Euclide est à l'origine du raisonnement formel. Donc, tous ces travaux-là sont bien évidemment la base de l'intelligence artificielle. C'est que dès que les ordinateurs sont arrivés, et on le verra, on n'a fait que reprogrammer ce que ces grands penseurs avaient imaginé, pensé, conçu. Très vite, il y a des premières polémiques qui arrivent, et entre autres l'induction. Alors l'induction, je le redévelopperai un peu plus loin, mais l'induction, c'est ce qui consiste à faire une expérience et la répéter, et tirer de cette expérience-là une conclusion, et donc une loi. Et en gros, derrière le mécanisme d'induction, il y a: est-ce qu'on est capable de prédire le futur à partir d'observations passées, dès lors qu'elles sont répétées un certain nombre de fois et un certain nombre de fois observées? Alors voilà, je me suis amusé, j'ai pas pris toute l'historique de la polémique de l'induction, mais on a par exemple un sceptique indien qui, évidemment, en tant que sceptique, est arrivé à montrer qu'il n'y avait pas de moyen de conclure à une conclusion universelle à partir d'observations de cas particuliers. On a aussi des écrivains médiévaux comme Al-Ghazali et Guillaume d'Occam, qui étaient des religieux, qui ont vite ramené tout ça au pouvoir absolu de Dieu. C'est que même si on observe un phénomène qui se produit, reproduit un certain nombre de fois, eh bien on sait que même si la suite est totalement prévisible, Dieu peut à tout moment faire un miracle et provoquer le contraire de ce qui a été, de ce que la logique voudrait qu'elle fît. De manière un peu plus contemporaine, on a David Hume qui explique que dire que le passé définit l'avenir, c'est pas argumenté, et en fait tout ça, selon lui, ça découle entièrement de l'habitude et donc est non prévisible et non reproductible. Et de manière encore plus récente, Karl Popper a cherché à résoudre le problème de l'induction, et pour lui l'induction n'est tout simplement qu'un mythe. Pour lui, la connaissance est créée par la conjecture et la critique. Donc vous voyez que ces sujets-là, sur la manière de raisonner, ont pendant des milliers d'années amené tous les penseurs, les philosophes, les chercheurs à s'interroger. Et je ne résiste pas au plaisir d'illustrer ça par Russell et la dinde inductiviste. Donc Bertrand Russell, en 1912, a voulu montrer un contre-exemple du raisonnement par induction, puisqu'il suffit d'avoir un exemple qui ne fonctionne pas pour, normalement, mettre à plat une théorie. Et voilà ce qu'il raconte. Chaque matin, depuis son arrivée à la ferme, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9 h du matin. Toutefois, c'était une dinde inductiviste. Elle s'empressa de ne pas conclure quoi que ce soit. Elle a attendu d'avoir observé un certain nombre de fois que chaque matin, elle était nourrie à 9 h, et elle a recueilli ses observations dans des circonstances différentes. Elle répète l'expérience et l'observation. Et elle conclut que le mercredi, le jeudi, les jours chauds, les jours froids, les jours de pluie, les jours sans pluie, chaque jour, elle rajoutait un énoncé à sa liste, et chaque jour, elle pensait « je suis nourrie à 9 h du matin ». Enfin, un jour, elle arrive à la conclusion « je suis nourrie tous les matins à 9 h ». Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le cou. Et Russell conclut en disant « une inférence inductive avec des prémices vraies peut conduire à une conclusion fausse ». Voilà, j'ai trouvé que c'était amusant et ça montre bien la manière dont on réfléchissait, dont on analysait les choses à cette époque-là. Alors voilà, on aurait pu citer encore plein d'autres personnes, on aurait pu citer Leibniz, on aurait pu parler de von Neumann, un peu plus récent, on aurait pu parler d'un tas de personnages importants, un tas de penseurs, un tas de philosophes, on aurait pu parler de Pascal, enfin. Mais tout ça, c'était pour dire qu'en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui est né avec les ordinateurs,
c'est quelque chose qui a été rendu possible avec les ordinateurs de manière rapide, avec un stockage important, mais en réalité c'est le fruit de 2500 ans d'histoire, d'analyse, de réflexion et d'évolution. Et pour moi, il y a un personnage important qui est relativement peu connu, c'est Charles Sanders Peirce, qui a posé, selon moi, les premières bases de ce qui allait être plus tard l'IA et qui étaient les bases du raisonnement. Peirce a dit en 1904 que finalement on ne raisonne que sous trois formes, la déduction, l'abduction et l'induction. Et ces trois formes ont été les trois grandes pistes de recherche en matière d'intelligence artificielle, même si sur l'abduction on n'a rien eu de concluant et pas fait grand-chose, mais la déduction et l'induction ont vraiment été à la base de toutes les recherches en IA. Alors, ça nous amène aux logiques formelles de base. Et Peirce, pour étayer son propos, nous racontait une histoire de haricots blancs. Je vais vous la raconter de manière un petit peu résumée. D'ailleurs, l'histoire des haricots blancs a été reprise par Umberto Eco dans un ouvrage beaucoup plus récent. Voilà ce que disait Peirce. Il disait « Supposons que j'ai sur une table un paquet plein de haricots blancs que j'ai acheté dans un magasin où l'on vend des paquets de haricots blancs et le commerçant est un homme de confiance. Je peux donc conclure, avant même d'ouvrir le paquet, qui est opaque, que tous les haricots de ce paquet sont blancs. Voilà maintenant ce qu'est la déduction. Je sais que le paquet de haricots contient des haricots blancs. Si je prends à l'aveugle une poignée de haricots dans le paquet, je peux en déduire que les haricots que j'ai dans la main sont blancs. Ça, c'est de la déduction. Le problème de la déduction, c'est que la déduction prédit avec une absolue certitude un résultat. On est sûr à 100%. Mais dans la vraie vie, les cas où on est sûr à 100% sont très très limités et vraiment tout à fait exceptionnels. Peirce parle ensuite de l'induction. Il dit, voilà, maintenant je vais vous expliquer ce qu'est l'induction. J'ai un paquet, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je plonge la main, je fais une expérience, et je retire une poignée de haricots blancs. Et je recommence. Je reprends une poignée, je regarde les haricots, je remarque que tous les haricots que j'ai dans la main sont blancs. Et je répète l'opération un certain nombre de fois. Après un nombre d'essais que je juge suffisant, je peux émettre l'hypothèse, trouver la règle en fait, qui dit que le paquet est un paquet de haricots blancs. Ça, c'est l'induction qui a donné lieu à tant de polémiques. Enfin, l'abduction. L'abduction, c'est une forme de raisonnement un petit peu détournée et complémentaire. C'est, j'ai un paquet sur la table, et à côté de la table, j'ai un tas de haricots blancs. Et bien, le raisonnement par abduction consiste à dire, je suppose que le paquet qui est à côté est un paquet de haricots blancs. Et pour Peirce, ce raisonnement par abduction est typique de toutes les grandes découvertes scientifiques dites révolutionnaires. C'est que on part d'une observation, on part de la conclusion en fait, on connaît des lois et on en déduit les prémices. D'ailleurs, Peirce illustrait en disant le scientifique, il n'a pas besoin de répéter 10 000 expériences et 10 000 preuves inductives. Il émet une hypothèse, parfois hasardeuse, presque un pari, et puis de temps en temps, le pari est gagnant et ça fonctionne bien. Il disait également que pour lui, un enquêteur raisonne par abduction. Quand on regarde comment fonctionne Sherlock Holmes, ce n'est en aucun cas de la déduction, c'est de l'observation, mais la plupart du temps, c'est de l'abduction, voire de l'induction dans certains cas. Alors tout le monde pensait qu'on pouvait démontrer tous les théorèmes, tous les raisonnements de manière fiable, sans faille, avec les déductions, jusqu'à 1931, où il y a Gödel qui arrive, à l'époque il avait 25 ans, et démontre l'incohérence et l'incomplétude des systèmes logiques. L'incohérence, c'est que dans certains cas, on peut démontrer une chose et son contraire. L'incomplétude, eh bien, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais démontrer. Par exemple, la conjecture de Goldbach, qui a un peu plus de 300 ans, enfin qui a presque 300 ans, qui dit que tout nombre pair à partir de 4, 4 inclus, peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Alors,
Toutes ces notions ont évolué, ont été affinées et surtout modélisées sous forme mathématique. Et on parle, cette notation adaptée, on parle de logique formelle. Et j'ai fait un petit tableau de synthèse de ces trois formes de raisonnement. C'est que la déduction en logique formelle, c'est si A implique B et que A est vrai, alors on a B. L'exemple classique et archi connu, c'est tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est fiable à 100%, ça a donné naissance au système expert, et c'est des mécanismes qui, en intelligence artificielle, fonctionnent sur des bases de connaissances et des bases de règles. Évidemment, même la déduction, même fiable à 100%, a tous les contre-exemples qu'on veut et qu'on appelle les sophismes. Sophisme archi connu, c'est par exemple tous les hommes, c'est par exemple tout ce qui est rare est cher, c'est vrai. Un cheval bon marché, c'est rare, c'est vrai. Conclusion, un cheval bon marché, c'est cher, et là, ça donne n'importe quoi. Et c'est un peu les problèmes qu'on a rencontrés avec les systèmes experts, avec ce type de règle qui a été généré, et la problématique des 100%. Je vous en parlerai un petit peu après. Parlons maintenant de l'induction. L'induction, c'est que A est vrai, c'est un postulat. Et je constate que B est vrai, et je répète l'expérience un certain nombre de fois, et je constate qu'à chaque fois que j'ai A qui est vrai, j'ai également B qui est avéré. Et bien j'en conclus la loi qui est A donne B. Ça fonctionne par des bases d'apprentissage, et le meilleur exemple est un exemple qui a été donné par le grandissime Aristote, qui disait « L'âne, le mulet, le cheval vivent longtemps, or ce sont là tous des animaux sans fiel, donc tous les animaux sans fiel vivent longtemps. » L'induction a donné naissance à toutes les techniques dites de data mining. On en reparlera après, et le data mining a donné naissance au deep learning. Donc c'est vraiment la pointe de l'IA actuelle, et ce sont des mécanismes inductifs. Enfin, le dernier point, c'est l'abduction. L'abduction se formalise de la manière suivante. A donne B, B est vrai, et comme la conclusion est vraie, j'en conclus que A est vrai. Exemple, tous les génies sont incompris, personne ne me comprend, donc suis-je un génie? Voilà. Alors l'abduction aujourd'hui n'est pas très utilisée. Il y a eu un tout petit peu de recherches, mais qui n'ont pas donné grand-chose de probant, et l'abduction n'est pas utilisée aujourd'hui en IA, mais peut-être qu'un jour on va partir sur ces pistes-là. Alors, parlons maintenant des premières IA, des premières intelligences artificielles. L'intelligence artificielle est arrivée avec l'ordinateur. C'est que lorsqu'on a pendant des millénaires réfléchi aux formes de raisonnement, à comment réfléchir, et que l'ordinateur est venu et a été capable d'automatiser ça, bien évidemment, on a programmé les ordinateurs pour qu'ils deviennent, entre guillemets, intelligents. Et très vite, on s'est dit, ben oui, mais comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer la performance d'une intelligence artificielle? Là, on va retrouver quelqu'un d'absolument grandissime et génialissime, et on retrouve Turing, le célèbre Turing. Et Turing a proposé une expérience qu'on appelle maintenant le test de Turing. Et son expérience, elle est simple, elle consiste à dire, eh bien, on va mettre des gens face à un ordinateur, mais en aveugle, et on va leur demander si, selon eux, ils ont parlé à un homme ou à une machine. Et on va mesurer ça. C'est par exemple, on prend 100 personnes, et on les fait parler en aveugle à un ordinateur, et on regarde combien de personnes pensent avoir parlé à un homme, et combien de personnes pensent avoir parlé à une machine. Et pour Turing, le test de performance de l'IA, à l'époque, c'était ça. Enfin, le terme IA, intelligence artificielle, a été, même si on en a parlé un petit peu avant dans différentes circonstances, a été vraiment officialisé, entre guillemets, en 1956, lors d'une grande conférence par des personnes qui sont connues dans le domaine de l'IA, comme Minsky, Shannon, McCarthy et d'autres. Finalement, l'IA, c'est une discipline qui n'a qu'une soixantaine d'années, donc c'est relativement jeune. Alors, comment ont été lancées les premières IA? Je vais vous parler de connexionnisme et de cognitivisme. Dès le départ, il y a eu une scission dans la manière de raisonner. Il y a eu une approche dite cognitiviste et une approche dite
connexionnistes. Le paradoxe, c'est que ces deux visions qui étaient finalement très différentes au départ, aujourd'hui sont très fusionnées, puisque on reprend et on réadapte des algorithmes, des outils, des méthodes de l'une pour les appliquer à l'autre et inversement. On est aujourd'hui à une phase de convergence de ces deux grandes approches. Qu'est-ce que c'est que le cognitivisme? L'idée du cognitivisme, au départ, ça consiste à dire que on va manipuler le langage en tant que symbole, et plus un ordinateur sera capable de tenir un discours humain ou humanoïde, plus ça voudra dire que la machine est intelligente. Et tout ça, ça donnait lieu à des travaux, ça donnait suite à des travaux sur la linguistique, et l'idée était vraiment de faire parler les machines et de leur faire comprendre le langage naturel. Là encore, je ne résiste pas, je me fais plaisir à vous parler de la loi de Zipf, pour vous montrer que tout ça, même avant les ordinateurs, ça existait. Zipf, c'est un scientifique de l'université de Harvard qui a fait une analyse des mots qui apparaissaient dans un corpus. Il a montré que dès lors qu'un mot apparaissait, dès lors qu'un texte était suffisamment riche, comprenait au moins 500 000 symboles, 500 000 mots donc, eh bien il a trouvé une règle qui était que par exemple si le mot le plus fréquent apparaissait 500 fois, eh bien le deuxième mot le plus fréquent apparaissait 2 fois moins, le troisième mot le plus fréquent 3 fois moins, le quatrième mot 4 fois moins, et ainsi de suite. Et cette loi, elle était à peu près juste et elle est facile à comprendre. Elle a été améliorée par Mandelbrot sous une forme beaucoup plus juste mais beaucoup plus complexe. Et ce qui est surtout intéressant dans ce que donne Zipf, c'est que on est indépendant de la langue utilisée. C'est que cette règle-là, elle est vérifiée quel que soit le langage utilisé. Donc bien évidemment, ces travaux étaient connus et ça a donné lieu à réfléchir sur les premières IA, à dire finalement les mots n'ont que le sens qu'on leur donne et peut-être que ça on peut le modéliser de manière symbolique et mathématique et le programmer à des ordinateurs. Et c'est ce qui a été fait, c'est que dans les années 50, on a commencé à faire des programmes de traduction automatique. Et en 1954, on a eu un premier système qui était capable de traduire du russe à l'anglais. Et c'est un programme qui utilisait seulement 250 mots, 6 règles de grammaire et qui tournait sur un IBM 701. Alors l'IBM 701, c'est juste pour montrer un peu les capacités de l'époque. C'est un ordinateur qui a été vendu en 19 exemplaires et qui avait 8000 octets de mémoire, c'est-à-dire à peu près 1 million de fois moins qu'une petite clé USB de 8 Go. Et pour ça, il occupait un volume de 20 mètres cubes. Et dans le contexte de la guerre froide, bien évidemment, les ordinateurs capables de traduire automatiquement du russe à l'anglais ou inversement, c'était absolument crucial et totalement en vogue. Et donc très vite, on a alloué des budgets et des crédits importants à la recherche sur tous les systèmes de traduction automatique, aussi bien aux États-Unis qu'en Union soviétique de l'époque. Mais très vite, on a eu des problèmes parce qu'on faisait une traduction mot à mot et on a rencontré des problèmes d'homonymes, de polysèmes, et finalement on a très rapidement atteint les limites de ces premières approches et les limites des capacités des machines, capacité de traitement mais surtout capacité de mémoire. La deuxième grande approche dont je vous parlais, c'est le connexionnisme. Donc le connexionnisme est une approche qui est complètement différente, qui n'a rien à voir. L'idée, c'est d'avoir des objets interconnectés. Donc derrière, on va retrouver quand même des choses comme la théorie des graphes, les parcours d'arbres. Et l'idée de base du connexionnisme, c'est le generate and test, c'est-à-dire que on tente une solution et si elle ne marche pas, c'est pas grave, on revient en arrière et puis on en essaie une autre et on parcourt comme ça différentes possibilités jusqu'à trouver un truc qui fonctionne. Et ces pistes-là ont donné des résultats vraiment intéressantes. Et associé au connexionnisme, on a eu des approches dites cognitives, c'est-à-dire on a essayé de se rapprocher du fonctionnement du cerveau humain, et donc on retrouve dans les premières approches connexionnistes
des médecins, des biologistes, enfin des gens qui ne sont pas issus du domaine de l'informatique pure. Et il y a eu quelques succès, donc tout ce qui est algorithme génétique, réseau de neurones, etc., c'est issu de l'approche connexionniste. Et là aussi, les premiers exploits sont vraiment intéressants, puisque dans les années, la même époque d'ailleurs, années 55-56, eh bien, on a un premier programme d'intelligence artificielle connexionniste qui apparaît et qui permettait de démontrer 38 des 52 théorèmes du manuel scolaire de l'époque, qui était un manuel des théorèmes de logique pure. Et pour ça, ça fonctionnait sur un arbre et un parcours d'arbre. Et à chaque fois, on ne gardait que la branche qui donnait le meilleur résultat. Et on est arrivé à programmer une première intelligence artificielle qui démontrait des théorèmes mathématiques de logique. J'ai choisi également de parler ici de Wiener et de la cybernétique. Alors, Wiener, à cette époque-là toujours, voulait modéliser comme une boîte noire avec un comportement ou un mécanisme de rétroaction. Alors, je l'ai mis ici parce que ça date de cette époque-là, mais cette idée-là, finalement, elle a été reprise que 20 ou 30 ans après, dans les années 80, avec des résultats tout à fait exceptionnels, puisque c'est ça qui a donné naissance au réseau de neurones contemporain. Et vous voyez que finalement toutes ces idées d'IA sont nées dans l'après-guerre, en gros dans les années 50-60, et n'ont fait qu'évoluer finalement petit à petit, notamment grâce à la puissance des machines. Alors dans les années 40-50, on a fait et même après d'ailleurs, on a fait plein de conférences avec des mathématiciens, des neurologues, des psychologues, des économistes aussi. Et l'idée était de dire, on va vouloir modéliser l'esprit humain, et donc le cerveau, et toutes ces conférences et tous ces travaux n'ont rien donné, puisqu'en fait on s'est rendu compte que vouloir modéliser le cerveau humain c'est bien, mais le problème c'est qu'on ne savait pas à l'époque vraiment comment fonctionnait le cerveau humain. Et donc tout ça n'a pas fonctionné à l'époque. Pourtant, le meilleur résultat qu'on ait obtenu, on l'a obtenu en mimant le cerveau humain avec les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, d'ailleurs, datent de 1957 dans une toute première version. Et le problème, c'est que dans un cerveau humain, on savait qu'on avait des centaines de milliards de cellules et mathématiquement qu'on était capable de modéliser, mais les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour pouvoir faire fonctionner des modèles comme ça. Donc on est resté sur des modèles de base purement mathématiques, qu'on appelle notamment le neurone formel, mais on n'a pas su à l'époque le mettre en place parce qu'on n'avait pas la puissance machine principalement, et on ne savait pas comment fonctionnait le réseau humain, le cerveau humain non plus. Alors, par rapport à ces approches, on a implémenté, à défaut, j'ai envie de dire, des heuristiques. Donc l'heuristique, c'est une approche qui a été reprise également un peu plus tard, qui consiste à dire, on va essayer de manière aléatoire des méthodes. Après, on va essayer d'orienter quand même le hasard, mais à force d'essayer des choses un petit peu au hasard, et bien finalement on tombe sur des choses qui peuvent fonctionner, et l'intelligence artificielle, le moteur de l'intelligence artificielle n'est pas comment réfléchir, puisque le comment réfléchir c'est juste j'essaye au hasard, c'est comment orienter le hasard à partir de mes premières expériences. Puisque si on a des expériences qui ne sont pas trop mauvaises, autant essayer de taper autour de ces zones qui donnent des résultats pas trop mauvais. Voilà, et tout ça, ça a donné finalement en 1959 un grand projet, un programme informatique qu'on appelait le GPS ou le GPR, on trouve aussi sous cette dénomination, qui est le General Problem Solver. C'est-à-dire que l'ambition, c'était tout simplement de dire on va faire une IA capable de résoudre n'importe quel problème. Et donc, en utilisant ces méthodes stochastiques, en essayant de générer des solutions au hasard, et puis si elles ne marchent pas, eh bien on revient en arrière, on teste, et puis on parcourt comme ça les différents systèmes.
Et GPS a donné des premiers résultats sympathiques qui ont fonctionné, notamment les tours de Hanoï ont été résolus par GPS assez facilement. On essayait les jeux d'échecs, on essayait des problèmes de géométrie, on essayait des choses, mais bon, les résultats n'étaient pas extraordinaires. Et au final, on arrive là dans la période un petit peu noire de l'IA, c'est que on avait vraiment à cette époque-là nourri l'espoir d'avoir un ordinateur capable d'être aussi intelligent, même plus intelligent qu'un homme. Et finalement, le projet GPS a été abandonné en 1967, et c'est le début d'une période noire liée sans aucun doute aux problèmes de capacité de calcul et de stockage de l'époque. On a dans cette période noire un rapport dit rapport ALPAC en 1966 aux États-Unis, et le gouvernement a évalué les résultats des traductions automatiques et il a dit les résultats sont mauvais, donc on supprime tous les financements et toutes les subventions au laboratoire. Alors voilà un petit exemple d'une erreur qui a été relevée par le rapport ALPAC de double traduction, c'est-à-dire qu'on prend une phrase en anglais, on la traduit en russe et on la retraduit ensuite en anglais pour voir ce que ça donne. Et l'exemple qui est mis dans le rapport, c'est ils ont rentré « The spirit is willing but the flesh is weak », qui signifie « l'esprit est fort mais la chair est faible ». Et une fois retraduit en anglais en repassant par le russe, c'est devenu « The vodka is strong but the meat is rotten », qui signifie « la vodka est forte mais la viande est avariée ». Donc évidemment, les rapporteurs, on comprend pourquoi ils ont émis un rapport extrêmement négatif et qui aboutit à la suppression de toutes ces pistes de recherche et bien évidemment de leur financement. Pourtant, il y avait eu quelques succès. L'IA commençait à avoir des petites choses qui fonctionnaient, notamment, je suis obligé de vous parler d'un programme de 1965 qui s'appelait ELISA, qui a été construit au MIT. C'était un système intelligent, mais je mets intelligent entre guillemets, qui était capable de dialoguer en anglais et qui incarnait le rôle d'un psychologue. Donc c'était vraiment, on parlait avec un psy. Et en 1967, on a eu aussi des premiers succès, des premiers jeux d'échecs qui étaient capables de jouer à un niveau moyen et de battre un joueur de niveau moyen. Alors ELISA, c'est un programme qui émule un psychologue, le mot émuler est amusant dans ce cas-là, et qui avait tendance à reformuler, à reposer des questions. On trouve le programme ELISA encore sur Internet, je vous invite à l'essayer, c'est assez amusant. Et notamment, il reformulait, c'est que quand on disait quelque chose, l'ordinateur répondait « mais pourquoi dites-vous la chose en question ?» Par exemple, si on disait j'aime les gaufres, il disait mais pourquoi dites-vous que vous aimez les gaufres? Mais c'était quelque chose de très simple. Et il avait reconnu aussi quelques mots-clés qui permettaient de comprendre qu'on parlait de la famille, avec père, mère, oncle, tante, etc. Et de temps en temps, il disait des choses comme « parlez-moi de votre famille ». Mais tout ça, c'est totalement fictif, hein, mais ça donnait des résultats intéressants. Et Weizenbaum, qui est l'auteur de ce programme, il a vite mis les points sur les i en disant « attention, on n'est pas sur quelque chose de concret. C'est que quand Elisa dit « je comprends », en face de vous, vous avez une machine qui ne comprend rien en réalité. C'est juste que la machine écrit « je comprends ». Mais tout ça, ça donnait lieu à des résultats intéressants. Et on a créé un effet qui s'appelle d'ailleurs l'effet ELISA, puisqu'il y a des gens qui sont devenus assez addicts à ça et qui tous les soirs devaient parler avec ELISA. Enfin, ça donnait des choses assez amusantes, où des gens se mettaient à parler à une machine comme s'ils parlaient à un homme, alors que la machine n'était que programmée presque mot à mot. On n'est même pas dans l'intelligence artificielle au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est une programmation assez basique finalement. Et tout ça, ça nous amène finalement dans une période que j'ai appelée les années noires de l'IA, puisqu'en gros, du milieu des années 60 jusqu'aux années 80, l'IA qui avait suscité des espoirs énormes, où tout le monde disait ouais, on va avoir des ordinateurs super intelligents, super doués qui feront un tas de trucs, et finalement ces espoirs ont été douchés parce que la réalité n'était pas là, et on avait
surtout très largement sous-estimé toutes les difficultés. Et c'est vraiment dans les années 70, enfin à partir du milieu des années 70, que les systèmes experts vont redonner un petit peu confiance en IA et vont relancer la machine, parce qu'on a eu une période de 15-20 ans où l'IA, plus personne n'y croyait, ou très peu de personnes en tout cas. Et ça m'amène donc au système expert des années 70. Donc, dans les années 70, on teste des nombreuses méthodes et j'aime bien cette phrase-là parce que je trouve qu'elle résume bien ce qu'est un système expert, c'est que il est plus facile de simuler un géologue qu'un enfant de 5 ans. Et cette phrase-là, même encore aujourd'hui, elle est très vraie, c'est que un expert fonctionne avec des règles et des choses finalement très logiques, alors qu'un enfant, il est dans le sens commun et c'est extrêmement complexe de simuler le sens commun, y compris le sens commun d'un jeune enfant. Alors voilà comment fonctionne un système expert. Dans un système expert, vous avez d'un côté des règles, de l'autre côté des faits. Donc les règles sont alimentées par l'expert. L'expert dit, ben voilà, si on a ça et ça, alors il faut faire ça, ou si on a telle chose, il faut vérifier telle chose, etc. Donc ça, c'est les règles données par l'expert. Et de l'autre côté, l'utilisateur qui donne les faits, qui dit, ben voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et on va appliquer les règles de l'expert aux faits de l'utilisateur, et le moteur qui permet de faire ça, le principe qui permet de faire ça, on appelle ça un moteur d'inférence. Et donc quand on applique les règles de l'expert aux faits de l'utilisateur, ça nous donne des conclusions logiques et des phrases sur des actions à faire, à vérifier, etc. Alors, là, il y a eu quelques gros succès avérés. Le plus grand succès en système expert, c'est un projet qui s'appelle MySyn, qui a été conçu en 1973, qui portait sur les diagnostics des maladies du sang et des prescriptions de médicaments. On avait un vrai moteur d'inférence, on avait une vraie base de règles, et ils avaient même rajouté des coefficients de vraisemblance pour calculer les poids en fait et mettre des priorités sur les choses. Et donc ce système-là a vraiment très bien fonctionné. On a eu quelques échecs également et des succès. C'est-à-dire que finalement les systèmes experts c'était à la fois des grands succès et des grands échecs, mais même encore récemment, on a dans les années 90, on a eu un projet qui s'appelle SACHEM pour l'aide à la conduite des hauts fourneaux chez Arcelor. Et l'idée était de dire, voilà, à partir de capteurs et avec des règles qui ont été pensées par les experts, eh bien, on va optimiser tout notre système. C'est un projet qui a été étalé sur 7 ans dans les années 90, qui a coûté 30 millions d'euros. Et le système permet de gagner aujourd'hui 18 millions d'euros par an. Donc c'est un retour sur investissement qui est intéressant. Et de manière beaucoup plus récente, je pense que vous avez peut-être vu ou entendu parler de Akinator, qui a été créé en 2007 par 2 Français. Akinator, c'est le système qu'on appelle également 20 questions. Vous pensez à n'importe quoi, à ce que vous voulez, et Akinator vous pose 20 questions, et en 20 questions, il devine ce à quoi vous avez pensé. Donc, Akinator, c'est un système expert un peu plus récent, c'est qu'on a remplacé l'expert par des réseaux bayésiens. Et même si aujourd'hui les systèmes experts ne fonctionnent plus trop et ne donnent plus de gros succès, je pense que c'est quelque chose qui peut ressurgir et qui pourrait, enfin, je crois beaucoup que ça pourrait renaître dans quelques années, mais sous d'autres formes que la forme initiale et notamment par l'introduction des réseaux bayésiens. Et je trouve que Akinator illustre assez bien ça, enfin, ça me paraît prometteur comme approche. Et tout ça, ça nous amène aux années 80 avec le grand boom du data mining. Donc, après avoir suscité des gros espoirs à la fin des années 50, au début des années 60, et autant de désillusions dans la foulée puisque les résultats n'étaient pas là, il y a eu cette traversée difficile pendant 20 ans. Et dans les années 80, il y a un ensemble de techniques qu'on appelle le data mining qui renaît et qui connaît un certain succès. Alors pour citer les algorithmes, on parle de KNN, des algorithmes génétiques, des arbres de décision.
mais surtout les réseaux de neurones. Tout ça, c'est du data mining, mais il y en a d'autres, hein. Alors le data mining, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Comment ça fonctionne? Voilà un peu le principe. Je vous ai mis ici en illustration une droite de régression statistique. Une droite de régression statistique, c'est pas compliqué. Vous demandez à un statisticien de modéliser des points qui ont l'air de s'aligner à peu près en suivant une courbe ou une droite. Et le statisticien, il applique des formules de calcul et il vous donne l'équation de la droite. Il vous donne même le coefficient de corrélation, il vous donne même tout ce qu'on veut. Le data mining, ça ne fonctionne pas comme ça. On prend un ensemble d'apprentissages, donc un ensemble d'exemples déjà connus, et on les pose, et on pose deux premiers points, et le système, il essaye de placer une droite. Puis on pose, mais totalement au hasard, hein, la droite peut, les deux points peuvent monter, la droite peut partir dans l'autre sens, hein, en descente. Et puis on rajoute un troisième point, et là le système, eh ben, il se rend compte qu'il y a des erreurs, et donc il corrige l'inclinaison de la droite et sa position. Et plus on va lui donner d'exemples, plus il va corriger et s'adapter à la réalité qu'on lui injecte, et automatiquement créer une droite, ou une courbe d'ailleurs, qui colle au plus près. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'application d'une méthode mathématique de calcul, on est finalement sur quelque chose, on essaye un petit peu au hasard, et puis petit à petit on corrige, parce qu'on se rend compte que le hasard de départ n'est pas bon, et petit à petit on corrige. Donc ça c'est vraiment le data mining. Et avec le data mining on fait quoi? Ben, on fait des prévisions, des prédictions, des estimations, de l'optimisation, on fait aussi de l'analyse de comportement client, on fait aussi de la segmentation, c'est-à-dire on découpe les clients, c'est très utilisé en marketing, hein, on découpe les clients en paquets de clients entre guillemets, c'est-à-dire que en paquets de clients qui ont des comportements similaires pour leur faire des offres adaptées. Et j'ai choisi de vous montrer juste 2-3 exemples de ce qu'est le data mining concret, mais sans rentrer dans les détails techniques qui sont pas le propos de cette conférence. Par exemple, les arbres de décision. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Ben, un arbre, c'est ça. C'est est-ce qu'il fait beau? Oui, non. Est-ce que les devoirs sont finis? Oui. Et ben donc je peux sortir jouer avec les copains. Est-ce qu'il fait beau? Non. Est-ce que j'ai pris mon goûter? Non. Et ben je peux pas sortir. Ce que vous devez comprendre, c'est que cet arbre-là, il s'est construit à partir d'observations, et c'est l'algorithme qui a construit l'arbre, c'est pas l'utilisateur. L'arbre se construit de manière totalement automatique. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'après, lorsqu'on a un nouveau cas qui se présente, on le présente au sommet de l'arbre, et puis on regarde ce vers quoi on arrive. J'ai pris un petit exemple concret, c'est que voilà un exemple d'une base de données, c'est on veut savoir si on obtient un rendez-vous en fonction de plusieurs paramètres. Est-ce que l'entreprise a déjà participé à un événement organisé par l'école? Est-ce qu'elle a déjà eu un stagiaire de l'école? Est-ce qu'elle a embauché un ancien élève? Et donc ça, c'est notre base d'apprentissage, c'est notre base d'exemple. Et vous voyez qu'à chaud comme ça, même si vous regardez tranquillement cette base, les règles de décision ne sont pas simples à identifier. Eh bien, quand on construit un arbre, ça nous donne ça. Est-ce que l'entreprise verse la taxe? Oui, non. Sinon, si oui, le rendez-vous est accepté. Sinon, on a une deuxième règle. Est-ce qu'elle a déjà eu un stagiaire? Si oui, rendez-vous accepté. Sinon, rendez-vous refusé. Et vous voyez que c'est beaucoup plus facile de prendre une décision quand on est devant un arbre comme ça que quand on est devant une base de données comme ça. Donc voilà pour les arbres. KNN, juste en un mot, c'est K Nearest Neighbors, ou en français les K plus proches voisins. C'est un algorithme qui est très simple dans son principe, qui consiste à dire, lorsque j'ai un nouveau cas qui se présente, KCAS, ben je vais regarder quels sont les exemples dans ma base d'exemples qui ressemblent le plus à ce cas-là, et je vais arriver à la même conclusion que les cas qui lui ressemblent. Alors ça, c'est à peu près ce que font tous les médecins, hein. Un médecin voit arriver un patient et qui lui explique que il tousse, il a de la fièvre, il transpire, il a je sais pas quoi, et le médecin il va se dire bon bah oui, ok, moi chaque fois que j'ai des patients qui toussent, qui ont ça, et ben finalement ils ont telle maladie, et donc on fait l'analogie, et ben KNN c'est ça, ça fonctionne sur les plus proches voisins.
On a les algorithmes génétiques, ça c'est assez intéressant et assez rigolo. On a voulu reproduire le fonctionnement de la génétique en intelligence artificielle. En gros, on présente chaque problème sous forme de séquence binaire de gènes 0,1 et on modélise le problème sous cette forme-là. Et après, on fait de la manipulation génétique et des tirages au hasard, mais ce n'est pas un hasard pur, c'est un hasard qui est totalement orienté. On fait des croisements, des mutations, etc. Et ce qu'il y a de sympa avec les algorithmes génétiques, ce sera un peu long à expliquer, mais ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils sont capables d'inventer une solution qui n'existe pas. Donc ils sont même capables de créer une invention qui potentiellement ne peut pas exister. Les algorithmes génétiques sont très utilisés pour optimiser les systèmes, et entre autres, lorsqu'il s'est agi de... c'est la success story la plus célèbre, lorsqu'il s'agit d'implanter des antennes relais pour téléphone portable dans des endroits où il n'y avait rien, la question c'est où on les met, quelle puissance et quelle couverture pour un coût minimal. Et ben, les algorithmes génétiques savent très bien modéliser ça de manière optimum. Les algorithmes génétiques fonctionnent très bien aussi pour résoudre le célèbre problème du voyageur de commerce. On a un représentant qui part de chez lui ou qui part de l'entreprise, qui doit rendre visite à plusieurs prospects. Comment trouver le chemin le plus court qui fait qu'il rend visite à chacun des prospects et il revient à son point de départ. Donc là, les algorithmes génétiques fonctionnent très très bien. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir que pour modéliser ça, on part de trucs qui sont faits totalement au hasard, orientés, et qui très vite convergent vers une bonne solution. Alors la particularité des algogénés, c'est que, et qui fait une des causes de leur non-succès, c'est que comme c'est des systèmes où il y a une dose d'aléatoire, et ben, si on le lance plusieurs fois avec les mêmes données, ça peut donner des résultats différents. Et ça, c'est assez perturbant. En fait, c'est un système qui cherche toujours à trouver une solution meilleure que la précédente. Donc il peut tourner pendant des années à chercher. La réalité, c'est que très souvent, les systèmes convergent et très vite, on trouve une solution tout à fait satisfaisante, mais rien n'empêche de laisser tourner un algorithme génétique pendant des années et des années. Il continuera à chercher. Et le fait d'avoir pour un même problème potentiellement des solutions différentes, eh bien ça ne plaît pas, et du coup, ça fait que les algorithmes génétiques n'ont pas rencontré un grand succès, d'autant que d'autres algorithmes ont percé et donné des bons résultats. Mais ça marche bien, quoi. C'est pas compliqué à implémenter non plus. Enfin, j'arrive au réseau de neurones. Donc le réseau de neurones, c'est la méthode phare qui fonctionne à merveille. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'homme possède environ 100 milliards de neurones et des centaines de milliers de fois plus d'interconnexions. Et le réseau de neurones, c'est ça qu'il cherche à modéliser. On a eu des premiers travaux dans les années 50, je vous en parlais tout à l'heure, et notamment une publication célèbre qui est, c'est l'article fondateur des réseaux de neurones qui est traduit en français, qui donne ce que l'œil d'une grenouille dit à son cerveau, What the frog's eye tells the frog's brain. Et ça a été à la base de la modélisation des réseaux de neurones, et on s'est dit, on va reproduire le fonctionnement du neurone humain de manière mathématique. Et c'est ce qu'on appelle le neurone formel. Alors le neurone formel s'inspire du neurone humain. Et le neurone humain, c'est quoi? On a des dendrites, donc on a des terminaisons, qui sont des capteurs. Ces capteurs sont traités par le neurone et ressortent sur une zone de sortie qui est l'axone. Et l'axone se redivise lui-même pour redonner des dendrites sur le neurone suivant, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les neurones sont interconnectés. Et donc on a des entrées qui sont captées par le neurone, qui sont manipulées, et puis qui donnent un résultat, et ce résultat qui est en sortie d'un neurone devient l'entrée du neurone suivant. D'un point de vue mathématique, ça donne ça. On a à gauche les entrées. Sur ces entrées, on calcule un poids. On combine toutes ces entrées multipliées par les poids. Et puis après, on active ou pas le neurone qui va vers le neurone suivant.
et on met comme ça en réseau tout un tas de neurones, d'où l'appellation réseau de neurones. De manière plus symbolique, ça donne ça, c'est qu'on a les entrées à gauche qui viennent activer ou non le neurone, et on a une sortie à droite. Alors, à gauche, vous avez le réseau de neurones classique, et où on a les entrées, donc les paramètres d'entrée, qui permettent de calculer une variable en sortie. Et déjà ça, c'était déjà très performant, jusqu'à ce que dans les années 80, on arrive à dire oui, mais on va doter ce mécanisme de deux choses. D'abord, un mécanisme qui s'appelle la rétropropagation de l'erreur, c'est que, en gros, si le résultat n'est pas satisfaisant, eh bien, c'est la boîte noire de Wiener. Hein. Si le résultat n'est pas suffisant, n'est pas performant, eh bien, on réinjecte en arrière l'erreur pour corriger les points. Et la deuxième chose qu'on a introduit, c'est les couches cachées, c'est que, ok, on a des neurones en entrée, on a un neurone en sortie, mais pourquoi on ne mettrait pas des neurones intermédiaires? Et on interconnecte tous ces neurones. Et c'est le schéma que vous avez à droite. Vous avez en bleu une couche d'entrée, en orange une couche de sortie, et entre les deux, on a mis une couche cachée avec 3 neurones. J'aurais pu mettre entre les deux une couche avec 10 neurones, 50 neurones, et plus on met de neurones sur la couche cachée, plus ça augmente la puissance combinatoire du système. Et plus mon système est hautement combinatoire, plus il risque à un moment donné de trouver un système, une solution stable, solide, fiable, et qui fonctionne en fait. Voilà la modélisation d'un réseau de neurones, couche d'entrée, couche de sortie à droite et couche cachée au milieu. Donc là, j'ai 3 neurones en entrée, 2 en sortie et 4 sur la couche cachée. Et puis petit à petit, on s'est dit, oui, mais pourquoi s'arrêter à une couche? Pourquoi pas mettre 2 couches cachées? Et donc voilà un exemple d'un réseau de neurones avec 2 couches cachées. Et là, vous voyez que le nombre de combinaisons possibles devient totalement exponentiel. Et dans la réalité, on s'est rendu compte que lorsqu'on ne mettait pas de couche cachée, on avait déjà des résultats intéressants. Quand on mettait une première couche cachée, les performances étaient améliorées de manière très très nette. On avait vraiment des très bons résultats. Quand on rajoutait une deuxième couche cachée, eh bien, sans qu'on sache vraiment l'expliquer, on n'avait pas une augmentation très forte des résultats, mais souvent on gagnait quelques pourcentages de performance. On était plus dans l'optimisation. Et en rajoutant une troisième couche, eh bien, les résultats s'effondraient, c'est que le système était incapable d'apprendre, c'était trop combinatoire, trop complexe, et on se disait à l'époque, la première couche augmente les performances, la deuxième les augmente un tout petit peu, donc on est sans doute sur quelque chose qui va aller de moins en moins bien, c'est pas la peine de continuer à chercher. Il y a quand même des gens qui se sont dit, tiens, et si on essayait de mettre 4, 5, 6, 10 couches, voilà un exemple avec 5 couches cachées. Et à force d'essayer de rajouter des couches de plus en plus nombreuses, et grâce à la montée en puissance des ordinateurs, un jour il y a une équipe qui s'est rendu compte que en faisant des petites adaptations et en rajoutant beaucoup de couches, eh bien ils sont parvenus à des résultats qui fonctionnent. Et des résultats qui fonctionnent avec des performances totalement ahurissantes pour l'époque, et même encore aujourd'hui, on est sur une performance extrême, et c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning, c'est ni plus ni moins qu'un réseau de neurones pour lequel on a mis un très grand nombre de couches cachées, organisées d'une manière adaptée, et là où le système est dans les faits très hautement combinatoire, eh bien ça permet de modéliser quantité de choses avec des résultats et des performances vraiment très intéressantes. Et aujourd'hui, le deep learning est en train de complètement exploser. Un des plus grands experts de deep learning, c'est Yann Lequin, un Breton, mais qui a émigré aux États-Unis, et c'est lui le patron de la branche intelligence artificielle de chez Facebook, par exemple. Alors, je vous ai mis un lien qui explique un peu mieux ce qu'est le deep learning, mais en gros, le deep learning, ça a été pas mal appliqué au texte,
à tout type de données en fait, aux données classiques, au texte, aux images. Et par exemple, sur une image, on était capable, si on avait une photo d'une voiture, eh bien, grâce au deep learning, on était capable de dire, ben voilà, c'est une voiture de telle marque, de tel modèle, de telle couleur, voire de telle année, s'il y a des signes distinctifs. C'est-à-dire qu'à partir d'une image, on est capable de sortir tout un tas de descripteurs. Donc le deep learning a repoussé toutes les limites qu'on connaissait jusqu'à présent. Chaque jour, on a des nouvelles découvertes en deep learning. Et les domaines d'application, bah, c'est très varié. On l'utilise sur l'image, on l'utilise sur le texte, sur la parole, sur les sons, sur les données traditionnelles. Et tous les jours, il y a des nouvelles annonces avec des résultats vraiment performants. Je me suis amusé, ici j'ai pris l'exemple d'une image, c'est qu'on a pris une photo et on a demandé à un système de deep learning qui s'appelle DeepArt de s'inspirer de l'image de gauche en utilisant le style de Van Gogh qui lui avait été appris, et ça donne le résultat que vous avez à droite. Il y a des gens qui ont été assez malins, qui ont dit, bah, puisque à partir d'une image, on est capable de l'analyser et d'en sortir des descripteurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une image d'une voiture, et en résultat d'analyse, on a tout un tas de descripteurs, c'est une voiture de telle marque, de tel modèle, de telle couleur, etc. Retournons le réseau et partons des descripteurs pour donner une image. Et ça a été fait et fait avec succès. Alors voilà un exemple récent, c'est que pratiquement 350 ans après sa mort, on a créé un nouveau Rembrandt. Donc on a fait un système d'apprentissage de deep learning classique, on a analysé tous les paramètres, le portrait, la couleur, c'est un homme, c'est une femme, et tous les paramètres, les yeux, la distance entre les yeux, etc. Et après, on a dit au système, ben voilà, maintenant on veut un portrait d'un homme caucasien de face, qui a entre 30 et 40 ans, qui est habillé en noir, etc. Et le système a créé un nouveau Rembrandt, 350 ans après sa mort, et voilà un résultat de deep learning. Et ils sont allés loin puisqu'ils ont imprimé ça sur une imprimante en 3D qui reproduit également les épaisseurs de peinture. Donc, on a été capable de créer un nouveau Rembrandt 350 ans après sa mort. Voilà, je voulais vous parler également d'une autre technique qui marche et qui va marcher de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, bah, c'est l'idée qui consiste à dire, donc chat c'est discuter et bot c'est pour robot, donc c'est des robots qui discutent. Et là aussi on a appliqué les techniques de data mining et de deep learning au langage naturel, et on est capable de faire parler des machines, et bien souvent on a de plus en plus de mal à savoir si on parle à une vraie machine, rappelez-vous le test de Turing, à une vraie machine ou à un véritable humain. Alors les chatbots, eh ben, c'est en plein renouveau grâce à ce qu'on appelle le text mining, c'est le data mining appliqué au texte, et je pense que ça va exploser dans les années à venir en marketing pour informer, conseiller, vendre, et j'imagine bien que dans quelques années, j'aurai au bout du fil, non pas un vendeur, mais un robot, un chatbot, qui sera capable de tenir avec moi une discussion tout à fait en langage naturel, et je ne ferai pas la différence entre un humain et un chatbot. Les chatbots posent justement un problème, et il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps avec un site qui s'appelle Ashley Madison. Ashley Madison, c'est un site qui permet de faire des rencontres extra-conjugales, enfin des rencontres, mais c'est plutôt extra-conjugales. Et c'est un site qui a été piraté, et grâce à ce piratage, on a appris que finalement 95% des femmes qui étaient présentes sur le site étaient en réalité des chatbots. Donc vous voyez que les gars se connectaient, payaient pour parler avec des filles et faire des rencontres. Ils avaient des échanges en langage naturel, hein, ils se parlaient réellement. Et malheureusement, on s'est rendu compte que, je trouve ça très drôle, la plupart des femmes qui étaient présentes, enfin des femmes entre guillemets, qui étaient présentes sur ce site, étaient en réalité simplement des robots. Le site existe toujours, malgré ce scandale, et fonctionne. Je n'arrive pas trop à m'expliquer ça, mais c'est un fait observable et c'est une réalité. Alors vous comprenez bien que, à force de développer des intelligences artificielles,
il est venu l'idée, et c'est quelque chose qui démange depuis longtemps, de mettre des IA sur les robots. Donc je fais juste une petite parenthèse sur le sujet, c'est que ce sont des images qui nous viennent, que tout le monde a à l'esprit, c'est le robot intelligent, ça nous vient de la science-fiction, du cinéma, même des bandes dessinées. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondé sur rien, c'est qu'il n'y a rien qui fait qu'on ait besoin de mettre une IA dans un robot, et encore moins dans un robot qui a une forme humanoïde. Le fait qu'il ait une forme humanoïde n'apporte rien. Le fait qu'un robot sache marcher, ça n'a aucun intérêt. À la limite, on lui met des chenilles comme un char, et là, il est capable de façon beaucoup plus simple de surmonter toutes sortes d'obstacles. Mais bon, ça se fait et c'est la tendance. Alors, on est quand même sur des développements séparés, parce que l'IA explose en termes de capacité de manière assez radicale, alors que les robots, eux, les prix des robots, les robots se développent lentement parce que les coûts restent importants et on est sur des choses mécaniques et les coûts ont du mal à baisser, quoi. Alors que quand il s'agit de programmer simplement quelque chose, ça coûte rien ou pas grand-chose par rapport au coût des matières. Alors voilà un petit exemple. Aujourd'hui, on a une équipe de Japonais, notamment Hiroshi Shiguro, qui travaille pour faire des robots qui ont forme humaine, et il a fait un robot à son image. Je pense qu'il devrait en parler à son psy, mais et maintenant on travaille sur l'expression du visage pour essayer de faire des clins d'œil, des sourires ou exprimer des émotions, mais ce ne sont pas des vraies émotions, ce sont des choses totalement programmées, bien sûr. En parlant de robots, je suis obligé de parler du robot Asimo de Honda, qui est le robot le plus connu. Donc là, vous avez sur l'image toutes les générations de robots. Aujourd'hui, il fait 1,30 m seulement. Ils ont diminué sa taille pour qu'il ait l'air d'un enfant, pour qu'il ne soit pas effrayant en fait, pour qu'il soit socialement beaucoup mieux admis qu'un robot comme les premiers, qui étaient des robots de genre de dessin animé qui faisaient peur. Aujourd'hui, il fait 1,30 m, 48 kg. Il est capable de marcher à 9 km/h. Il est capable, dans la dernière version, on lui a donné des nouvelles mains qui lui permettent d'ouvrir un objet, de le tenir sans casser. Il y a une énorme com de Honda autour de tout ça. Il y a quand même 6 kg de batterie pour 1 heure d'autonomie. Donc je suis un peu plus timoré sur la robotique. Pour moi, on est face à des enfants qui se font plaisir. Je ne doute pas que dans le futur, ça sera quelque chose de courant. Mais je ne vois pas trop d'intérêt à implémenter des intelligences artificielles dans les robots. Ça n'apporte rien de particulier, je trouve. Alors, j'ai choisi de vous montrer la petite vidéo qu'on trouve sur Internet. Voilà, donc là, c'était lors d'un show d'Asimo qui vient, qui dit bonjour à tout le monde, qui est très sympathique, hein, qui fait une petite danse. Voilà. Qui est capable de détecter des personnes et éventuellement de les contourner. Qui va monter un escalier, comme un humain, hein, il a des jambes. Qui est capable de courir. De sauter à cloche-pied. Enfin, vous voyez, c'est un robot qui est capable de faire beaucoup de choses. Sautiller sur place. Ça, c'est rigolo, il est capable de parler à 3 personnes en même temps et de comprendre ce que disent les 3 personnes. Il fait de la séparation de voix et après, il récupère l'analyse des voix. Ça, ce sont les nouvelles mains. Et vous voyez que grâce à ces nouvelles mains, il est capable de prendre une bouteille, de l'ouvrir et de servir à boire. Alors, comme c'est un robot sympa, il fait des petits trucs comme ça, voilà. Il est capable de tirer un penalty. Bon, il joue pas encore comme Neymar. De faire de la reconnaissance faciale et de serrer la main. Alors tout ça, ça paraît génial, c'est impressionnant, les vidéos, on en trouve plein sur Internet, mais
j'ai choisi de vous faire une deuxième lecture de cette diapo. Alors voilà le robot qui arrive. Vous avez peut-être remarqué qu'en bas, il y a plein de petits repères avec les carrés noirs qui sont posés pour lui permettre de savoir où il doit aller et de détecter son itinéraire. Là, on voit bien qu'il est capable d'éviter des personnes, mais qui ont quand même une démarche. C'est pas un enfant, hein. Là encore, on voit les petits repères sur l'escalier qui lui permettent de viser au départ. Là aussi, on voit les repères par terre qui lui permettent de bien suivre un itinéraire. On voit que le terrain est parfaitement plat, il n'y a pas de petits cailloux, il n'y a pas de bosses, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans des conditions de laboratoire. Ça, c'est pas très compliqué puisque les fréquences vocales sont différentes, donc il est capable d'enregistrer 3 personnes en même temps et de séparer les voix. Ok, ça c'est quelque chose d'assez rigolo. Cette vidéo-là m'amuse puisque là, vous voyez qu'il va servir à boire. Maintenant, moi, j'ai vu la vidéo en entier sur un autre site. En réalité, pour ouvrir la bouteille, il met un temps fou. Et la bouteille n'est remplie que jusqu'à un certain volume. C'est-à-dire qu'il vide la totalité de la bouteille. Il n'est pas capable, par exemple, de doser, d'éviter que ça se renverse, d'éviter qu'il y en ait trop, etc. Bon, quant au tir du penalty, oui, bon. Je pense qu'ils se font plaisir. Donc on est quand même vraiment chez Honda là dans une démarche qui est très marketing. Le robot que je connais moi et que j'ai vu sur pas mal de vidéos n'est pas aussi impressionnant que ça finalement. Alors tout ça, ça m'amène un peu au transhumanisme et à la troisième partie où je voudrais engager la discussion. C'est que on est dans une époque où le transhumanisme commence à poindre. Et le transhumanisme, c'est un mouvement international, culturel et intellectuel qui souhaite que les sciences et les techniques soient capables d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Donc en gros, c'est la science au service de l'homme. Et bien évidemment, grâce à ça, on va pouvoir améliorer la condition humaine, lutter contre le handicap, la souffrance, la maladie, etc. Et ça pose vraiment la question de jusqu'où une intelligence artificielle peut-elle aller pour aider ou accompagner l'homme. C'est-à-dire que dire qu'on va permettre à une personne handicapée de marcher, c'est quelque chose d'intéressant. Dire, comme on l'entend aujourd'hui, qu'on va implanter des puces programmables pour reprogrammer les neurones humains dans des cerveaux humains, c'est-à-dire le mélange cerveau humain et chips, donc puces, je trouve ça plutôt inquiétant et ça me pose pour moi la question de quelles sont les limites de tout ça, jusqu'où allons-nous et quels sont les garde-fous finalement. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux sorciers fous ou aux apprentis sorciers tout bêtement? Et donc je pose la question, jusqu'où irons-nous? Voilà quelques inquiétudes de ma part que je juge rationnelles. Par exemple, est-il normal que nos opinions, nos comportements, notre religion, notre historique de consultation, les sites sur lesquels nous allons, ce que l'on fait sur chacun de ces sites, nos centres d'intérêt, soient tracés, visibles, conservés, y compris depuis n'importe quel poste dans le monde entier, sans aucun contrôle, sans notre autorisation? Alors, on comprend bien que si on dit oui, on fait ça, ce système de surveillance et d'intelligence artificielle pour lutter contre le terrorisme ou pour lutter pour la maladie ou dans le domaine médical, tout le monde va dire oui, c'est bien. Mais si demain c'est un gouvernement qui prend le pouvoir avec des visions un peu plus eugénistes, extrémistes, radicales, est-ce que c'est une bonne chose de leur donner toute cette matière et toute cette intelligence artificielle qui permet de stocker tout ça? Je ne suis pas convaincu par ça. Est-ce que les stratégies commerciales sont au-dessus des libertés individuelles? Puisqu'aujourd'hui on en est là. Les puces RFID que l'on trouve maintenant, ce sont des petites puces qui coûtent rien du tout,
Les analyses qu'on fait à l'insu des clients, ça me dérange. Il y a un manque de visibilité totale. Par exemple, il y a Walmart qui avait mis des puces sur tous leurs produits, des petites puces RFID, et qui, après avoir écoulé tous les produits, se sont promenés dans la rue avec un capteur RFID pour voir qui avait acheté quoi, dans quelle rue, quand, comment, voilà, et tout ça à l'insu des clients. Il suffit de se balader dans la rue pour capter ça. Ou l'Internet des objets, où aujourd'hui, par exemple, on a appris il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 mois, que la société iRobot, qui fait des petits robots aspirateurs Roomba, les robots aspirateurs, dans un premier temps, on leur a mis une petite intelligence artificielle pour détecter les obstacles, les escaliers, etc. Et ils ont dit, ok, grâce à cette IA, maintenant on a fait les plans des maisons, et on va revendre les plans des maisons. Et bien évidemment, les GAFA sont très intéressés, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook sont très intéressés pour racheter les plans de vos maisons prises à votre insu. Et comme on aura de plus en plus d'objets, de données et d'objets dotés d'Internet des objets, quoi, ce sera de moins en moins maîtrisable, sauf à ce qu'il y ait des chartes, des contre-pouvoirs, mais aujourd'hui on n'en prend pas du tout le chemin. Donc voilà, ce premier volet sur l'IA et la vie privée, moi, m'interpelle beaucoup et me dérange beaucoup, puisqu'aujourd'hui il y a 0 contre-pouvoir. Les stratégies commerciales ou d'État passent au-dessus, pour moi, de nos libertés individuelles. IA et intelligence artificielle, c'est un deuxième... Il faut savoir que l'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionne par apprentissage. Et comment est-ce qu'on fait pour faire cet apprentissage? Donc cet apprentissage, on va le chercher un peu partout. Donc soit là où on a un moyen de capter les données, mais quand on n'en a pas, on va capter les données là où il y en a beaucoup, et Internet est une très bonne source. Sur Internet, on trouve aussi beaucoup de bêtises. Donc est-ce que demain, on aura des IA qui vont raisonner et réfléchir sur la Terre plate? Ça m'interpelle. Et l'autre chose qui m'interpelle, c'est que on a une confiance folle dans l'ordinateur et l'intelligence artificielle, et finalement on a tendance à plus croire une IA qu'un être humain, quoi, voire même nous-mêmes, notre propre instinct, notre propre bon sens avec nos savoirs. Donc ça me pose des questions, et je me demande si finalement, à force d'être assisté, notre esprit d'analyse, le sens critique ne vont-ils pas diminuer? Et je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est en lien avec la baisse du QI qu'on observe de plus en plus dans les sociétés occidentales, sachant qu'un organe qui ne sert plus, le corps humain s'adapte, et cet organe devient de moins en moins performant, de moins en moins efficace, et s'atrophie. Voilà. Et finalement, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers? De manière un peu plus philosophique, je pense que l'IA devrait amener à se poser beaucoup de questions. Par exemple, est-ce qu'on accepterait qu'un robot fasse une erreur médicale? Probablement pas. Alors que l'erreur humaine est beaucoup mieux acceptée et admise, je pense qu'on est incapable d'accepter qu'une IA ou qu'un robot fasse une erreur médicale. Et donc, il est possible même plausible que dans un premier temps, on laisse quand même des hommes derrière les IA, derrière les machines, et qu'on soit plus dans l'aide à la décision que la prise de décision, jusqu'à un certain point. Je voudrais parler un petit peu de politique, c'est que il est certain que les IA vont remplacer de plus en plus les emplois. Il est vraisemblable que les chatbots remplaceront les fonctions support, les centres d'appel et tout un tas de fonctions qui sont derrière lesquelles on trouve aujourd'hui des téléopérateurs ou des personnes à distance. On sait que les robots qui auront une vraie IA remplaceront progressivement les hommes. Alors à partir de là, ça pose à mon sens 2 questions politiques. La première, c'est est-ce que ça a du sens de dire il faut travailler plus? Je ne suis pas convaincu, je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir à un autre modèle de société et réfléchir sur le revenu universel, mais non pas sous la forme politique où on est pour ou contre tel que c'est porté aujourd'hui, mais que ce soit un véritable débat de société. C'est
vers quelle société souhaitons-nous évoluer? Ce qui est sûr et ce que je trouve très inquiétant, c'est que la France n'a absolument pas pris le chemin de l'IA. C'est une erreur monumentale. Là où les Américains, avec Google, avec Amazon, avec Facebook, ont investi en masse dans la capture de données. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on met des images sur Facebook, avec des descripteurs, bien sûr, avec un tas d'éléments, eh bien, on alimente les systèmes d'apprentissage et les IA de Facebook et donc des Américains. Et nous, on est totalement absents. D'ailleurs, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, nos meilleurs chercheurs partent aux États-Unis, et je pense que la France a raté là quelque chose et semble n'avoir aucune conscience de tout ça. Et si demain les produits à haute valeur ajoutée et haute technologie, on est absent, et que sur les produits de production de masse et de basse technologie, on est concurrencé par les Chinois, je pense que l'avenir s'annonce mal et la faute en revient aux politiques et avec une responsabilité, à mon sens, très lourde. En tout cas, je pense que la société devrait s'emparer de ce débat. Vers où allons-nous et se poser la question sous l'angle politique et emploi. Autre sujet de préoccupation, aujourd'hui on voit des petits robots qui coopèrent, c'est que l'IA n'est plus dans un système, mais répartie entre plusieurs systèmes, et on voit des images vachement sympas de robots qui jouent au foot, et il y a des concours de robots pour savoir qui va gagner le championnat de foot, et les gens s'amusent beaucoup. Et les robots coopérants sont très à la mode. Qu'est-ce qu'il en sera demain si on fait des drones coopérants ou des systèmes de surveillance coopérants? Je trouve ça assez inquiétant. Et je ne suis pas le seul, et je repose la question, jusqu'où irons-nous? Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse qui est donnée à ça. Par exemple, je donne l'exemple des échecs, c'est que dans les années 90, on disait il est impossible à un ordinateur de battre un humain parce que les ressources nécessaires pour calculer toutes les combinaisons sont phénoménales. Par exemple, quand on raisonnait sous forme d'arbres et d'exploration, les fameuses méthodes Generate and Test, on sait qu'il y a 10 puissance 80 parties possibles aux échecs. C'est un nombre qui est absolument énormissime. Pourtant, aujourd'hui, on a des ordinateurs qui battent sans problème les humains. En l'an 2000, donc il y a déjà 17 ans, Deep Blue était capable d'évaluer 200 millions de positions par seconde, alors qu'un humain en évalue la moitié d'une en une seconde. Et depuis, les ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants, les algorithmes de plus en plus performants, et les bases de données aussi, donc la donnée, celle qu'on donne aux Américains à tout bout de champ. Tous les jours, on rentre, je crois que c'est 1 milliard d'images pour alimenter les IA de Facebook. Aujourd'hui, en fait, les IA battent les humains sur la longueur. Les ordinateurs ont mémorisé, par exemple, toutes les positions avec 5 pièces de fin de partie sont mémorisées. C'est-à-dire qu'ils ont déjà mémorisé tout un tas de toutes les ouvertures, toutes les fins de partie. Donc en gros, l'IA triche un peu. Et on voit bien que plus les capacités des ordinateurs augmentent, plus l'IA est en capacité de battre facilement un humain. Aujourd'hui, c'est fait. Un ordinateur aujourd'hui est estimé à 3000 points Elo. Les points Elo, c'est les points qui mesurent la performance d'un joueur d'échecs. Et le champion du monde, il est à 2820 points Elo. Et la stratégie est simple, c'est que l'ordinateur ne joue pas forcément le meilleur coup à chaque fois, mais comme il joue que des très bons coups en continu, s'il a face à lui un homme qui fait 5 coups géniaux, mais qui au 6e fait une petite erreur, la partie est finie. Lui, l'ordinateur, il ne fera pas de cadeau, il va battre les champions du monde. Aujourd'hui, on en est là. Et d'une manière plus générale, je vous ai mis une courbe ici, attention, c'est une échelle logarithmique à gauche, qui montre l'évolution de la puissance des ordinateurs, des microprocesseurs dans le temps, et la loi de Moore pour ceux qui connaissent, et la fin de la loi de Moore d'ailleurs pour ceux qui sont sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on a des microprocesseurs qui sont de plus en plus performants. On pense qu'on va atteindre l'hexaflop, donc 10 puissance 18 opérations
à virgule flottante par seconde pour 2020, alors que le pétaflop 10 puissance 15 a été atteint seulement en 2010. Donc en 10 ans, on a réussi à faire un microprocesseur 1000 fois plus performant que le précédent. Et on considère qu'aujourd'hui, les microprocesseurs sont arrivés à des puissances de calcul équivalentes à celles d'un humain, en termes de performance de calcul pur. Donc on est vraiment à un niveau de bascule où on ne sait pas ce que demain, comment demain cette puissance va être utilisée. Et quand on sait que l'ordinateur quantique va arriver, même si aujourd'hui les résultats ne sont pas très bons et peuvent complètement être décevants, mais que toute cette puissance-là va être complètement encore démultipliée, eh bien plus un système est puissant, performant, avec des énormes capacités de stockage, plus l'IA va savoir exploiter tout ça, et la question que je pose, encore une fois, c'est jusqu'où irons-nous? Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques concepts un peu plus récents, donc là on est vraiment dans l'actualité ultra contemporaine, c'est qu'on parle maintenant d'intelligence générale, d'IA forte et de super intelligence. Alors l'IA forte, c'est par rapport en opposition aux IA de départ qui faisaient essentiellement du calcul. L'IA forte vise à doter les ordinateurs d'une conscience. Alors aujourd'hui, on est un peu plus dans le mythe qu'autre chose, mais c'est une piste de recherche qui est potentiellement prometteuse quand même. L'intelligence artificielle générale, c'est d'être capable de développer une intelligence artificielle totalement autonome. C'est-à-dire qu'elle va être capable de créer c'est une IA capable de créer une IA. Et elle devient totalement indépendante de l'homme. Et elle peut le surpasser. Donc on a vu que, par exemple, récemment, 2 IA de Google étaient arrivés à fabriquer un langage et communiquer à travers ce langage, mais ce langage est inconnu de l'homme, puisque c'est un langage qui a été créé. Alors, il y a des recherches fortes qui sont faites dans ce sens. Beaucoup pensent qu'on est dans le fantasme. On n'a pas la réponse à ça. Et enfin, le concept de super intelligence, c'est de dire on va créer des IA qui seront beaucoup plus intelligentes que l'homme. Alors aujourd'hui, on a quelques IA qui sont plus intelligentes que l'homme, mais dans des domaines très spécialisés. Par exemple, on disait tout à l'heure le cas du jeu d'échecs. Aujourd'hui, une IA est plus intelligente qu'un homme aux échecs. Mais est-ce qu'on aura une IA super intelligente, capable de surpasser l'homme dans tous les domaines? Eh bien aujourd'hui, oui, c'est une question. Et on a même, je vous le disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont investi, là, il y a eu un investissement très récent de 100 millions de dollars pour essayer de voir comment on pouvait programmer et interfacer l'homme à la machine et faire un peu une fusion des deux, c'est-à-dire soit programmer les neurones humains, soit implémenter des puces dans le cerveau ou dans le corps humain pour augmenter la performance. Alors on nous présente ça sous forme très humaniste, ça va être capable de traiter certaines maladies, ça va être capable... Oui, bien sûr, par exemple, on imagine bien qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, eh bien, si on est capable de reprogrammer son cerveau, ça peut l'aider tout à fait à vivre bien. Maintenant, je pense qu'il y a un danger très très fort à explorer ces pistes-là, et malheureusement, ce sont des pistes qu'on explore. Donc j'ai des inquiétudes et j'émets pas mal d'interrogations par rapport à tout ça. Alors beaucoup citent les lois d'Asimov. Donc Asimov en 1942 a fixé 3 lois qui étaient pour lui les lois qui permettaient de mettre des limites aux robots ou applicables à une IA. Et il disait voilà, un robot ne peut porter atteinte à un humain ni en restant passif permettre qu'un humain soit exposé au danger. La deuxième loi, c'est le robot doit obéir à l'homme, sauf si ça contrevient ou si ça rentre en conflit avec la première loi. Et la troisième loi qui dit que le robot doit protéger son existence tant que ça ne rentre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Le problème, c'est que ces lois-là, c'est des lois de bon sens, mais que dans la réalité, on n'a jamais implémenté les lois d'Asimov dans aucun robot. On est simplement sur de la philosophie, mais personne n'a réfléchi à ça. Alors ces limites de l'IA, ce qui m'inquiète aujourd'hui et ce qui m'interroge, c'est qu'il n'y a pas de limite. Chaque jour, ces limites sont repoussées, elles le seront de plus en plus. On aura des machines de plus en plus intelligentes,
Et ça inquiète de plus en plus de chercheurs et il y a eu plusieurs tentatives. En janvier 2015, ils ont fait une lettre ouverte pour alerter sur les dérives d'une IA qui serait faite en dehors de toute considération sur les progrès sociétaux qu'elle doit apporter. Et en gros, la lettre disait « Nos systèmes d'IA doivent faire ce que nous voulons qu'ils fassent, et non pas être autonomes, indépendants. » Et beaucoup de personnalités prestigieuses ont signé cette lettre, et aujourd'hui, pas de réponse. On a eu d'autres lettres ouvertes, notamment par Stephen Hawking, Elon Musk, qui alertent régulièrement sur ces problèmes, qui ont demandé par exemple l'interdiction des robots tueurs. On a eu en 2015 à Buenos Aires encore un courrier qui dénonçait un danger sur l'intelligence artificielle qui va permettre dans pas longtemps, dans quelques années vraiment, de faire, mais de manière intelligente, des robots tueurs, et ça interroge, c'est des armes autonomes, voilà, enfin, pas mal d'inquiétudes. Et Stephen Hawking a dit en 2015 que les ordinateurs vont dépasser les humains avec l'intelligence artificielle dans moins de 100 ans. Et quand cela va se produire, nous devons absolument nous assurer que les objectifs des ordinateurs soient les mêmes que les nôtres. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur un développement anarchique où chacun fait ce qu'il veut, en observant les concurrents, mais qu'on a quelques personnalités qui commencent à dire « Oula, attention, il faut réfléchir à où on va ». Alors j'espère que ces gens-là seront entendus. Je n'ai pas la réponse à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'écoute, en tout cas, sur ces sujets-là. Alors ça m'amène à mes conclusions. C'est difficile sur un sujet aussi vaste que ça de conclure, et j'ai choisi d'en faire deux de conclusions. La première conclusion, c'est que vous avez vu que dans cet exposé, on a parlé d'histoire, on a parlé de philosophie, on a parlé de logique, de mathématiques, de sciences, de biologie, d'anatomie, d'informatique, et on a même parlé d'art. Je ne connais pas beaucoup de disciplines autres que l'IA qui permettent d'aborder tous ces aspects-là dans une même science. Et ça m'amène à m'interroger sur est-ce qu'il est encore raisonnable d'avoir des bacs littéraires ou scientifiques et de séparer ces disciplines là où je pense que plus que jamais on a besoin de les assembler. Il faut que nos scientifiques soient des philosophes, il faut que les philosophes comprennent les enjeux scientifiques, et je pense qu'il y a des choses à remodifier. Et ma deuxième conclusion, c'est, alors c'est un peu bateau comme formule, j'ai appelé ça une éthique en toc, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à explorer toutes ces pistes sans se poser la moindre question éthique, sans réfléchir aux conséquences et aux dérives de tout ce qu'on fait. Je trouve que c'est ahurissant de dire on développe des IA super intelligentes, mais on ne sait pas encore jusqu'où on va aller, et ni on les rend autonomes et indépendantes, et on ne sait pas ce qu'elles vont pouvoir faire. Voilà, je pense qu'il faut quand même réfléchir à ça, et ça il m'apparaît important de réfléchir à tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis j'espère que le sujet vous a plu. Je suis désolé pour le manque d'animation, mais promis, quand je fais la vraie conférence, je me filmerai et je pourrai vous montrer des choses en même temps, autre chose que de simples copies d'écran. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.